Europe. Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, l'appel à l'audace et au sens de l'histoire d'Emmanuel Macron. Et la tonalité générale en France comme ailleurs, c'est que c'est bien, c'est beau, c'est fort. Macron pousse pour une Europe plus unie, titre en une le Wall Street Journal avec une photo du président applaudissant tout sourire devant les drapeaux européens. Il réclame un changement radical pour une Europe plus forte, embraye le Financial Times. Macron propose un nouveau partenariat à l'Allemagne, ajoute le Frankfurter Allgemeine. L'appel à l'audace et au sens de l'histoire n'est pas passé inaperçu chez nous non plus, évidemment. Dans Ouest France, Laurent Marchand y voit une dimension que l'on n'entendait plus depuis des années, depuis les années Kohl-Mitterrand. Pour Christophe Lucet dans Sud-Ouest, la France, inaudible depuis le non au référendum de 2005, a retrouvé sa voix en posant sur la table une pile de propositions. Florence Chédotal dans La Montagne dépeint un Macron ivre de mots et de vertigineuses ambitions. Il parle d'Europe, dit-elle, et il fait bien. On peut lui reprocher de se prendre pour le maître du continent, mais pas de se terrer dès que l'horizon se voile un peu. L'horizon qui se voile, c'est la montée des nationalismes, bien sûr, mais aussi peut-être le nombre de chômeurs qui augmente, ou encore pour Libération, l'esprit du budget 2018. C'est un fait, écrit Laurent Geoffrin, la loi de finances est nettement moins protectrice que l'Europe future d'Emmanuel Macron. Le héros des riches, titre d'ailleurs le journal. En page 9, l'économiste Benjamin Coria parle de schizophrénie. Macron veut taxer les transactions financières, mais regardez en France ce que devient l'ISF. Pareil pour l'environnement. Comment peut-il prétendre vouloir s'attaquer au sujet du climat alors qu'il vient de valider le CETA, cet accord de libre-échange avec le Canada, jugé mauvais pour l'environnement par ses propres experts. Conclusion de l'économiste, on est dans le verbe alors qu'on attendait l'action. L'autre sujet qui fait la une de vos journaux ce matin, c'est le rapprochement Alstom-Siemens. L'opération qui fait des vagues, titre Le Figaro. L'affaire fait hurler l'opposition, ajoute Les Échos, qui donne la parole au républicain Xavier Bertrand. Je suis certain, dit-il, que les discussions ont eu lieu au plus haut niveau entre la France et la chancelière Merkel. Le fait que les conseils d'administration soient convoqués au surlendemain des élections allemandes ne peut relever du hasard. C'est la nationalité de Siemens qui vous pose problème, demande le journal. Pas du tout, répond Bertrand, mais chacun défend ses intérêts. À nous de défendre les nôtres. Alors, faut-il s'inquiéter de voir les centres de décision industrielle quitter la France ? La Croix pose la question à Édouard Martin, figure de la lutte contre la fermeture de Florange. C'est toujours la même chose, dit-il. J'ai connu cette situation avec Arcelor et plus particulièrement le site de Gandrange dont la direction était allemande. C'est elle qui a condamné l'usine en renvoyant la production en Allemagne quand le marché de l'acier a commencé à flancher. Pareil pour Bosch. Aujourd'hui, dit-il, il n'y a plus de décision prise en France et donc de perspective de développement. Un fatalisme repris par l'économiste Eli Cohen, pour qui on assiste à une hécatombe des grands groupes industriels. Péchinet, Rhodia, Thomson, Lafarge. L'armature du capitalisme français disparaît, dit-il, même si, dans le cas d'Alstom, force est de reconnaître que le rapprochement avec Siemens est indispensable. Mais regardez Alcatel. Nokia avait fait des promesses en termes d'emploi. Ils viennent de revenir dessus. Pareil pour Lafarge. Et Eli Cohen de conclure, fort d'une quarantaine d'années d'expérience, ce que je constate, c'est que le capital a toujours le dernier mot. Le capital, ça nous amène à Karl Marx. Oui, justement, puisque on est mercredi, jour des sorties cinéma, et parmi les films à l'affiche, il y a celui de Raoul Peck, le jeune Karl Marx, qui raconte la rencontre intellectuelle entre Marx et Engels. Un film validé par Télérama, par Slate, mais aussi et surtout par l'Humanité. Le quotidien communiste en fait d'ailleurs sa une. Un regard jeune sur le vieux monde. Paris gagné, titre le journal, pour qui le cinéaste réussit à montrer de façon captivante la jeunesse d'une pensée révolutionnaire, celle d'une société libre et sans classe, atteignable par la lutte si les prolétaires brisent leurs chaînes. C'est la puissance de cette vision qui se trouve mise à la portée de millions de téléspectateurs, s'enflamme François de Trinquant. C'est qu'il faut donner de l'espoir, Patrick, et du sens en ces temps de mobilisation molle contre les ordonnances Pénicaud. L'UMA qui en profite pour vous proposer une mosaïque de citations de Marx, notamment celle-ci: ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. Voilà. Ça devrait vous occuper pour la journée. Ne me remerciez pas. Si, merci quand même. Enfin, lui a bien lu Marx, a priori, mais c'est pas du tout l'objet de son prochain livre. On parle de Jean-Christophe Cambadélis. L'ancien premier secrétaire du PS qui publie Chronique d'une débâcle, extrait à lire sur le site de Challenge, qui visiblement s'est régalé avec cet essai
coup de poing, écrit Rémi Clément, où chacun en prend pour son grade. Un sommet de perfidie, dit le journaliste. Et effectivement, c'est plutôt bien résumé, puisque Jean-Christophe Cambadélis dézingue longuement François Hollande, livrant notamment sa vision du 6 mai 2012 et de la soirée place de la Bastille. Je vous lis quelques extraits. « Embrasse-moi », écrit-il, et François Hollande s'exécuta. Il esquisse un léger et furtif baiser à Valérie Trierweiler, résumant ainsi la teneur de son quinquennat. Cette scène révèle à la France entière la manière dont il la présidera. Il ne sera pas l'homme qui dit non, il fera au mieux. Et oui, on réalise pas très bien, mais ce baiser furtif contenait déjà l'ombre du CICE et de la loi travail. Et Cambadélis enchaîne, Hollande n'est pas prêt, il se dérobe à la fonction. Pire, au lendemain des révélations de Closer sur sa relation avec Julie Gaillet, le premier secrétaire qui a rendez-vous avec lui à l'Élysée raconte qu'il luttait contre le sommeil et il sombra même quelques secondes. Je fis de mon mieux pour tenir son attention. Brave Camba, brave parce qu'il a également tout fait, à l'en croire, pour avertir Hollande du danger Macron. Il a tout fait pour désamorcer la candidature du ministre de l'économie. Il a tout fait pour raisonner Montebourg et Valls en vain. Tant d'audace et de sens de l'histoire restaient sans effet. C'est à se demander qui, à part son éditeur, écoute encore Jean-Christophe Cambadélis. Merci Marion Lagardère pour la revue de presse.